Bonsoir, Jean-Claude Turgeman au micro pour ce Bagatelle 2040 consacré à la franc-maçonnerie. Je suis sûr que vous vous posez beaucoup de questions, alors n'hésitez pas, faites en sorte de satisfaire votre curiosité, téléphonez-nous pour participer en direct à cette émission. Vous faites pour cela Bagatelle 2040 et vous nous demandez en PCV si vous êtes en province. Qu'est-ce donc que la franc-maçonnerie? On en entend parler, rarement peut-être, et de ce fait on ne sait pas trop ce que c'est, et si on a eu la curiosité de regarder le dictionnaire, un dictionnaire courant, on reste un peu sur sa faim, si j'ose dire, car on y apprend que c'est une société secrète qui définit son objet comme l'étude de la morale et la recherche de la vérité, et veut travailler au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. On est très souvent victime des clichés qui représentent couramment la franc-maçonnerie comme une organisation secrète, puissante, qui installe ses hommes partout, une organisation où tout le monde est très solidaire, qui a des rites très particuliers et qui s'étend presque partout dans le monde, en Afrique, en Amérique latine aussi. Nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous, avec Suzanne Gauthier, le grand maître du Grand Orient de France, M. Fred Zeller, M. Charles Boileau, le président du Conseil national de la Fédération française du droit humain, et Madame Gisèle Fèvre, première grande maîtresse adjointe de la Grande Loge féminine de France. La Grande Loge de France n'ayant pas jugé opportun de participer à cette émission. Nos invités répondront donc à nos questions et aux vôtres, de manière à découvrir la franc-maçonnerie. Je crois que cette société secrète, comme dit le dictionnaire, reste en effet très mystérieuse, même si elle ne le veut pas toujours, et la meilleure preuve est que les invités que je viens de vous citer sont ici avec nous. Voici d'ailleurs, en guise de prologue, ce que pensent les gens de la franc-maçonnerie. Michel Polaco a posé la question cet après-midi dans les rues de Paris. Mademoiselle, est-ce que vous savez ce que c'est que la franc-maçonnerie? Non, je sais vraiment pas. Vous avez jamais entendu parler? Je sais pas, je pense qu'à mon avis, de toute façon, c'est similable à une mafia, non? Je suppose que c'est sur, je sais pas, un homme politique. Je crois qu'ils ont 3 points quelque part, mais je sais pas où. Je crois que c'est une secte, de toute façon, qui est très ancienne, dont la reine Elisabeth, je crois, est la première dame, il me semble. Hein? C'est celui qui fait la maçonnerie, non? Vous croyez vraiment? Je sais pas, mais il y a maçon dedans. Et vous en êtes peut-être un, non? Ben, j'ai pas y d'être. J'en dirai trop, alors j'aime mieux pas parler. Qu'est-ce que vous voulez à mon âge? Rien ne m'intéresse plus, moi. J'ai pensé supposer qu'il était le parti radical d'avant. Les formations politiques, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des gens qui cherchent avant tout à gagner leur beefsteak. Je suis grand patriote. Je ne suis pas communiste et je suis catholique, monsieur. Vous avez déjà entendu ce nom-là? Naturellement, oui. Chut. Ça ne vous dit rien de spécial? On va pas se faire dévorer. Non, mais qu'est-ce que... Non, il est pas très méchant. Je crois que ce sont des gens très dangereux d'une part, très influents aussi. Vous les craignez? Je crois, oui. Très profondément. Oui, beaucoup, je les redoute, oui. Est-ce que vous les connaissez? J'en ai jamais vu. C'est un ensemble de sociétés secrètes qui réunit des gens d'une certaine élite qui sont sélectionnés par des épreuves. C'est une sorte d'entraide de sociétés secrètes faites pour que les hommes s'aident les uns les autres. Est-ce que vous croyez que les francs-maçons s'entraident vraiment? On le dit. Enfin, il y a un très grand franc-maçon qui est Mozart. Et quand Mozart est mort, il n'y avait pas un franc-maçon derrière son cercueil, il y avait qu'un chien qui suivait le corbillard. Vous en conviendrez, les choses méritent d'être précisées. Encore une fois, téléphonez-nous à Bagatelle 2040 pour participer à l'émission, en toute simplicité, et vous nous demandez en PCV si vous êtes en province. Mafia, secte, maçonnerie, formation politique, influence, danger, élite aussi. Vous voyez, on en a entendu des choses dans les rues de Paris cet après-midi au micro de France Inter à propos de la franc-maçonnerie. Monsieur Fred Zeller, peut-être pourrions-nous commencer par dire quand elle est née, la franc-maçonnerie, et où?
Eh bien, l'histoire de la franc-maçonnerie est si complexe qu'elle n'est pas encore fixée sans discussion, même dans ses grandes lignes. Et je vais donc essayer d'être à la fois prudent et objectif. Le Haut Moyen-Âge a connu en Occident des associations de métiers, dont certaines sont peut-être héritières des collégiats de l'Empire romain. Dès le XIe siècle, elles s'organisèrent en confréries ou guildes, où le savoir-faire professionnel se transmettait par cooptation et initiation. Les maçons, bâtisseurs des églises, des cathédrales et des châteaux forts, formèrent très vite un métier à part. Les secrets professionnels de l'art de bâtir étaient nombreux, les chantiers étaient des entreprises énormes pour l'époque, et la protection de l'Église, principal commanditaire des constructions, s'étendait directement sur eux. Aussi, les maçons, à la fois architectes et chefs de chantier, ainsi que leurs aides, échappèrent-ils aux servitudes seigneuriales. Ils constituèrent dès le XIIIe siècle un franc métier et devinrent des francs maçons, francs ayant le sens de libre et traduisant la possession d'un statut personnel et professionnel indépendant des juridictions seigneuriales et féodales. Les associations de francs-maçons, très vivantes encore au XVe siècle, entrèrent en décadence par la suite. Les causes de ce déclin furent multiples: renouveau des techniques architecturales, développement de l'enseignement écrit, de l'art de bâtir, les troubles politiques entraînant une récession des grands chantiers, le développement des États modernes imposèrent une nouvelle réglementation des corporations. En Angleterre, les associations se transformèrent dès le XVe siècle au moins, et les loges des francs-maçons initièrent des personnalités du clergé, de la noblesse ou de la bourgeoisie qui n'avaient d'ailleurs aucun rapport avec le métier. Leur nombre alla croissant au XVIIe siècle, et ces maçons acceptés transformèrent rapidement la maçonnerie opérative ou philosophique en maçonnerie spéculative. Cette évolution correspondait à un appauvrissement de la maçonnerie traditionnelle, mais elle lui ouvrait des perspectives nouvelles. En reprenant les rites et les symboles des francs-maçons des siècles précédents, les nouveaux initiés allaient les appliquer à un nouvel art, à une nouvelle recherche. Libérée des contraintes du travail matériel, la maçonnerie allait se diviser en de multiples courants spirituels et en tendances. Et à la Saint-Jean d'été 1717, 4 loges maçonniques londoniennes constituèrent la Grande Loge de Londres. 1717, une date donc très importante pour l'histoire de la Très importante, car en fait, ce sont les débuts de la franc-maçonnerie, le début de la franc-maçonnerie, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Et elle se donna les pouvoirs d'unifier l'ensemble de la maçonnerie sous la tutelle de son grand maître, et sous l'inspiration d'un huguenot français, Jean-Théophile Desaguliers, et avec la signature de James Anderson, elle publia le livre des Constitutions, qui sont le règlement originel de la maçonnerie moderne. Et il faut noter que dans leur première version de 1723, ces constitutions d'Anderson jetaient les bases d'une large tolérance religieuse et de la fraternité humaine. Dès lors, la franc-maçonnerie va se développer très rapidement en Grande-Bretagne, et son histoire fut marquée, bien sûr, par de nombreuses crises et scissions. L'opposition, en particulier, des loges maçonniques orangistes, protestantes, et des loges jacobistes, catholiques. Tout ça fut assez grave, évidemment. Et c'est sous l'autorité de cette grande loge de Londres que se fondent, entre 1720 et 1730, les premières loges maçonniques françaises, donc entre 1720 et 1730, qui toutes ont adopté les statuts connus sous le nom de Constitution d'Anderson. Et à la Saint-Jean d'été de 1738, fut élu par les maîtres des loges de Paris le premier grand maître, était-il dit, général et perpétuel des loges de France, qui était le duc d'Antin, qui eut pour premier mérite de faire cesser les tracasseries du régime envers les francs-maçons, car, en effet, à cette époque, le pouvoir était inquiet du développement de la maçonnerie dans le royaume, et la police fit surveiller les loges par ses indicateurs. Au moment où la maçonnerie française accroissait le nombre de ses adeptes, depuis 1730, elle prenait conscience de certains dangers intérieurs plus lourds pour elle de menaces que les persécutions du pouvoir. Car en effet, toutes les initiations n'étaient pas irréprochables, soit dans la forme, soit, ce qui était plus grave, dans le fond, par indignité des postulants.
et cette sourde inquiétude est de plus en plus sensible parmi les maçons les plus éclairés à partir de 1735. Le remède, eh bien, le remède, au fond, redonner aux admissions une sévérité qu'on leur a laissé perdre, préciser des perspectives théoriques et créer, à l'imitation de l'Angleterre, une autorité qui seule détiendra le droit de faire de nouveaux maçons, et de la sorte, aucune loge n'en pourra recevoir que par procuration et sous le contrôle, le pouvoir ou la dispense d'un grand maître. Alors c'étaient là les premiers efforts qui furent couronnés de succès et qui aboutirent, le 11 décembre 1743, à l'unification des loges françaises sous le signe distinctif de Grande Loge anglaise de France, et l'élection par les maîtres de loge du deuxième grand maître, le comte de Clermont, prince du sang. Sur le plan théorique, le chevalier de Ramsay, qui était alors à l'époque l'orateur de l'ordre, qui était aussi écossais d'origine, naturalisé français, de l'entourage du régent, et qui était célèbre par ses qualités de précepteur, conçut un plan original et hardi de rénovation de l'ordre maçonnique. Alors, il distingua 4 vertus maçonniques principales: la philanthropie, la morale pure, le secret inviolable et le goût des beaux-arts. Comparant la maçonnerie aux mystères de l'Antiquité, avec lesquels, évidemment, elle n'est point sans quelque analogie, il expliqua que ceux-ci se gâtèrent peu à peu et que la source de toute infamie fut l'admission des 2 sexes aux assemblées nocturnes. Je m'en excuse auprès des dames qui sont ici. Donc, en conclusion, pas de femmes dans l'ordre maçonnique. Et d'ajouter, d'ailleurs, non que le sexe, sous-entendu féminin, ne sache conserver un secret, mais on craint que l'amour, entrant avec ses charmes, ne produise l'oubli de la fraternité. En fait, le but matériel de l'ordre était d'établir une somme des connaissances humaines qu'il était seul capable de composer. Le devoir de tous les frères était d'y contribuer par sa protection, par sa libéralité ou par son travail. Et ce que Ramsay apportait de neuf, c'était, avant toute autre chose, la conception coopérative et l'idée qu'un groupe trop restreint ne saurait suffire pour mener à bien une tâche qui devait aboutir plus tard à la mise en œuvre de la science universelle, chère à Pic de la Mirandole, et à l'encyclopédie des arts, des lettres et des sciences. Mais l'essentiel est qu'à partir de 1743, tout un plan de réforme offrir à la maçonnerie française, d'abord évidemment un idéal, inspiré de l'esprit des constitutions d'Anderson, et aussi une austérité de but contrastant avec les habitudes des loges de table qui avaient fini à la longue par absorber tout le zèle des frères. Mais la maçonnerie française ne devait pas bénéficier tout de suite des avantages de l'unification des loges et de la création d'une grande maîtrise et aussi d'un armement théorique. L'ordre naissant crut plus efficace et plus rapide d'avoir recours à une sorte d'épuration intérieure. Et vous allez voir que ce fut par la suite très important pour nous. Il ne semblait plus possible, en effet, de répudier des francs-maçons qui avaient été régulièrement initiés. Par contre, il était possible de créer une super maçonnerie d'élite dans laquelle seraient seuls admis les frères choisis par leur naissance, leurs vertus profanes, leur situation sociale et une sélection plus rigoureuse. Dès ce moment-là, la maçonnerie dite des hauts grades était inventée, appelée souvent maçonnerie écossaise, dirigée par un suprême conseil, et c'est cette maçonnerie qui, beaucoup plus tard, devait permettre la création de la Grande Loge de France, qui n'est pas, hélas, représentée ici avec nous ce soir. Quant à déterminer où elle naquit effectivement, cette super maçonnerie écossaise, finalement, par qui elle fut inaugurée, quelle filiation y conduisit, eh bien, les historiens profanes et maçonniques y ont perdu leur exégèse. Certains allant même jusqu'à y voir une intervention de la Compagnie de Jésus,
afin d'opposer à la maçonnerie déiste et libérale des Anglais une contre-maçonnerie catholique et sectaire. Voilà donc les grandes lignes de l'histoire de la franc-maçonnerie. Nous serons sans doute évoqués, Monsieur Zeller, à y revenir au cours de la conversation que nous allons engager dans quelques instants avec nos auditeurs sur Bagatelle 2040. Je voudrais vous demander, pour préciser les choses, alors sur le plan de la réalité contemporaine maintenant, et pour les Français qui nous écoutent, combien de courants il existe en France, finalement, puisque nous avons parlé de la Grande Loge absente, il y a ici la Grande Loge féminine, le Grand Orient de France. Quels sont les grands courants? Bien, vous avez évidemment le Grand Orient de France, qui est la maçonnerie la plus ancienne et puis aussi la plus importante dans notre pays. Pas seulement en France d'ailleurs, mais aussi en Europe. C'est une des plus importantes obédiences. Ensuite, vous avez bien entendu, et j'y ai fait allusion tout à l'heure, la Grande Loge de France. Vous avez aussi une petite obédience qui est la Grande Loge Opéra, qui est le résultat d'une scission qui eut lieu il y a quelques années. En quelle année, mon ami Legrand? Comment? Il y a 12 ans, grand maître. Il y a 12 ans. Une scission s'est opérée dans une petite obédience qui s'appelle, d'ailleurs, je crois, à tort, la Grande Loge nationale française, et qui a été constituée, qui a été fondée par les Anglais, bien sûr, en 1913. Et qui était une petite obédience fichée sur notre territoire, composée uniquement de maçons anglais, et puis un peu plus tard, au moment de l'OTAN, de soldats américains, et d'une petite fraction de maçons français qui se trouvaient là, n'est-ce pas, au fond, un peu par hasard, il faut bien le dire. Une scission a eu lieu dans cette petite obédience, et les francs-maçons français de cette grande loge, n'est-ce pas, anglaise, en sont partis et ont fondé la loge Opéra. Et puis alors vous avez par conséquent aussi ce que je viens d'y faire allusion, la Grande Loge nationale française, qui est une toute petite chose dirigée par les Anglais en France. Pourquoi tous ces courants? Pourquoi pas d'unification? Pourquoi pas d'unité? Bien écoutez, ça pose le problème. Et qu'est-ce qui vous sépare les uns des autres? Ce qui nous sépare, ce sont des choses finalement assez graves. Parce que c'est le problème de la maçonnerie dogmatique et de la maçonnerie libérale. Et si vous permettez, puisque vous me posez la question, je vais être obligé d'y répondre tout de suite. Mais j'attends votre réponse. Alors, permettez-moi de vous rappeler que le 24 juin 1717, 4 loges opératives anglaises fusionnaient et créaient la Grande Loge d'Angleterre. En 1723, les constitutions d'Anderson, qui sont encore aujourd'hui nos supports moraux, sont publiées. Et ce texte fondamental précisait, entre autres, ceci. Le franc-maçon est astreint à cette religion, sur laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à chacun ses propres opinions, c'est-à-dire être des hommes de bien et loyaux, des hommes d'honneur et de probité. La franc-maçonnerie devient ainsi le centre de l'union, et le moyen de nouer une amitié sincère entre des personnes qui n'auraient pu que rester perpétuellement étrangères. Alors vous admettrez que c'était là un acte assez exceptionnel de libéralisme et de tolérance, à une époque où l'Angleterre était profondément divisée entre les orangistes protestants, les Stuarts et les catholiques, et que la France était sortie terriblement meurtrie des guerres de religion. En 1740, on recensait alors dans le royaume de France 25 loges maçonniques qui vivaient assez indépendantes les unes des autres. Il faudra attendre 1773, il y a donc 198 ans, pour assister officiellement à la naissance de notre Grand Orient de France. Et le 27 novembre 1813, la Grande Loge d'Angleterre et une loge nouvelle créée en 1753 fusionnent et donnent naissance alors à la Grande Loge unie d'Angleterre, qui compte aujourd'hui, mon frère Lafourcade, combien d'adhérents, je crois? 7000. 3000. 7000. Et c'est alors que pour la première fois, écoutez parce que c'est important, n'est-ce pas, rompant ainsi avec la tradition libérale andersonienne, apparaît l'obligation pour les francs-maçons de croire en un Dieu révélé et en l'immortalité de l'âme et de pratiquer une religion. Et quiconque ne se plierait pas à cette exigence
ne serait pas reconnu par la Grande Loge unie d'Angleterre et serait déclaré maçon irrégulier. Et c'est ainsi que naquit par conséquent ce que nous, francs-maçons libéraux, nous appelons la franc-maçonnerie dogmatique, qui est dirigée par les Anglais, et celle-ci d'ailleurs depuis 159 ans n'a cessé d'être de plus en plus sectaire et intolérante, les documents officiels en font foi. Ne voyez, je vous en prie, en mon propos nulle polémique, mais sachez simplement que nous, francs-maçons du Grand Orient de France, nous avons choisi, bien entendu, la voie libérale, et que depuis plus d'un siècle, nous entendons rester les gardiens vigilants de toutes les formes de tolérance. Et c'est pourquoi, afin de diffuser notre idéal de liberté et de progrès, nous avons dû créer cet organisme international, le CLIPSAS, qui regroupe actuellement une quinzaine d'obédiences maçonniques qui partagent nos idées, les belges, allemandes, italiennes, hollandaises, danoises, suisses, autrichiennes, libanaises et espagnoles en exil. Monsieur Fritzeler, vous avez parlé de religion et dans l'esprit de beaucoup de gens, la franc-maçonnerie est une religion. Je voudrais que Charles Goileau nous réponde là-dessus. Est-ce une religion? Personnellement, je ne pense pas que ce soit véritablement une religion, étant donné qu'il n'y a pas de texte qui impose une croyance quelconque, la nécessité d'un ralliement autour d'une idée prédéterminée. Il s'agit plus d'un rassemblement d'individus qui veulent dépasser la routine de la vie quotidienne, qui croient en certaines valeurs humaines et qui cherchent à le réaliser. Peut-être la meilleure preuve qu'il ne s'agit pas d'une religion et que l'on déclare dès le départ que le maçon est libre dans sa loge libre. Ce qui lui laisse, étant donné que le terme de libre n'est pas précisé, ce qui lui laisse justement la plus grande liberté possible et d'expression et de comportement. Madame Fèvre, depuis quand, puisque M. Fritzeler y a fait allusion tout à l'heure, depuis quand les femmes peuvent-elles être francs-maçonnes? Eh bien, la Grande Loge de France a donné la lumière aux femmes en 1901. Elle a en fait réveillé les loges d'adoption du siècle des Lumières. Jusqu'en 1939, nous avons bataillé à la Grande Loge pour avoir le bulletin de vote, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la maçonnerie qui a obtenu le bulletin de vote des femmes. Et à la reconstruction, en 1945, nous nous sommes érigés en obédience de femmes. Mais je tiens à préciser, car on nous le reproche souvent, que nous travaillons seulement entre femmes et que nous ne pouvons avoir aucun résultat. Or, nos loges, qui sont des séminaires permanents, acceptent les frères et les sœurs de toutes les obédiences, amis et reconnus. Nous avons des travaux en commun, nos discussions et nos débats se font donc avec les hommes, les frères. Mais la Grande Loge féminine de France ne travaille pas comme le droit humain, qui travaille en mixité. Elle se différencie en ce sens que l'obédience est dirigée uniquement par les femmes. Nous avons voulu prouver que les femmes aussi pouvaient gérer une obédience, tant sur le plan initiatique que sur le plan administratif. Nous avons parlé de la mixité du droit humain. Suzanne Gauthier, nous pourrions peut-être y revenir avec Charles Goileau. Oui, je voulais demander justement à Charles Goileau à quel moment remonte la naissance du droit humain. C'est en 1882, le 14 janvier pour être très précis, que la loge du PEC en Seine-et-Oise a initié en une tenue régulière la première femme qui était mademoiselle Maria de Rem, l'a initiée maçonne suivant les rites de la Grande Loge symbolique écossaise. C'est ce jour-là que pour la première fois, une femme était régulièrement initiée dans un atelier maçonnique et participait à des travaux maçonniques. Elle a d'ailleurs participé pendant près de 3 ans à ces travaux, régulièrement, avant que la Grande Loge symbolique écossaise ne crée à la loge du PEC quelques difficultés dues justement à ce dont tout à l'heure M. Fritzeler vous parlait, à savoir la présence des femmes dans les ateliers masculins.
Alors, c'est constitué ensuite avec Georges Martin un groupe qui a décidé la création d'une maçonnerie mixte et qui rassemblerait les hommes et les femmes dans une obédience. C'est là l'origine, vers 1883-1884, l'origine de l'obédience mixte et internationale, le droit humain. Voilà, je pense que les choses sont déjà un petit peu plus claires et bien situées. Nous allons engager le dialogue dans quelques instants avec vous qui nous écoutez. Vous faites pour nous joindre et pour dialoguer avec nous en direct sur cette antenne de France Inter, Bagatelle 2040, et vous nous demandez en PCV si vous êtes un peu loin de Paris. Bagatelle 2040 sonne déjà ce soir sur ce thème de la franc-maçonnerie en 1971. Un auditeur en ligne, le premier. Bonsoir, monsieur ou madame, c'est à vous votre question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je voudrais savoir à partir de quel âge on peut rentrer en maçonnerie, enfin les enfants, à partir de quel âge? Bien, c'est madame Gisèle Fèvre qui manifeste le désir de vous répondre. À partir de 21 ans. À partir de 21 ans. Et 18 ans pour les enfants de maçons. Oui. Pour le Grand Orient. Alors, en ce qui concerne le Grand Orient, la décision a été prise par notre dernier convent de septembre. Nous ouvrons les portes du Grand Orient à tous les jeunes à partir de 18 ans. Enfin, monsieur Charles Goillot, au droit humain. Alors, au droit humain, les enfants de francs-maçons sont admis à partir de l'âge de 18 ans et on demande la majorité légale pour l'admission en isolé des adultes. Autre appel, donc, rien à ajouter, je pense que la réponse est très claire, pas de problème. On passe à un autre appel, Bagatelle 2040, c'est à vous, votre question. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame, c'est à vous. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Il existe, paraît-il, une sorte de signe, de code qui permet aux frères de se reconnaître à première vue. Est exact? Eh bien, monsieur Fred Zeller va tâcher de tout nous dire sur cette identification des francs-maçons entre eux. Oh, je puis bien sûr vous le dire, d'autant que, vous savez, tous les livres qui sont sortis depuis 100 ans en font état, n'est-ce pas? Avec même, pour certains, des photographies qui sont très précis. Oui, nous avons des signes de reconnaissance, bien entendu. Nous en avons plusieurs, d'ailleurs, que nous utilisons dans des circonstances exceptionnelles. Oui, nous vous écoutons. Je dis, il existe des livres où on donne des détails. Oh oui, ce n'est pas ça qui manque, madame. Ah bon, bah alors, tu dis grand-chose. J'avais lu en main un livre de franc-maçonnerie écossaise et il m'avait semblé voir que c'était un signe de la main. Oui, Vous ne répondez pas, bien sûr. je ne crois pas qu'on puisse en faire avec le pied, n'est-ce pas? Alors... Oui, justement, je voulais savoir si c'était la taille, le pied, la main. Non, c'est avec la main, madame. Ah, merci, monsieur. Monsieur Zeller, vous ne voulez pas aller un petit peu plus loin et nous dire exactement en quoi ça consiste? Oh non, ça, je ne peux pas le faire, vous savez. Bien, monsieur Charles Goillot. À vrai dire, ce signe n'est pas autre chose qu'une façon de se saluer. Une sorte de salut comme en possèdent par exemple les scouts, les éclaireurs, et tous les groupements constitués qui se saluent avec un acte de reconnaissance, sans plus. Et ce signe ne contient rien d'autre. Bien, ça renforce un petit peu le côté secret que l'on imagine lorsqu'on évoque la franc-maçonnerie. Finalement, tenez-vous à ce que la franc-maçonnerie soit quelque chose de mystérieux et de secret pour le grand public. Charles Goillot. Personnellement, non. Secret est un terme que je n'admets pas beaucoup en ce qui concerne la franc-maçonnerie. Je pense que les obédiences maçonniques sont essentiellement des obédiences discrètes. Et je préfère le terme de discret au terme de secret. La présence sur les ondes ce soir est justement un acte même qui montre que nous ne sommes pas secrets. Nous nous connaissons entre nous, mais nous en connaissons aussi qui ne sont pas maçons, qui nous connaissent. Nous ne nous cachons pas véritablement à parler, n'est-ce pas? Mais nous respectons l'individu dans une sorte de code de discrétion. Un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous, posez votre question. Allô, oui, ma question est une question d'ordre pratique. Je suis une femme seule et en admettant que je souhaite adhérer à une loge maçonnique, que dois-je faire de nos jours? Eh bien, madame, vous devez vous présenter 71 bis, rue de la Condamine, au secrétariat. Secrétariat des loges féminines. Oui, et alors vous avez... Loge mixte? Oui, alors vous avez aussi le choix avec l'obédience mixte et internationale de droit humain.
vous envoyez votre courrier au secrétariat de la Fédération française, qui est 5, 3 et 2, rue Jules Breton, Paris 13e. Et dans ce cas, c'est juste nécessaire de faire acte de candidature. Exactement, vous demandez des premiers renseignements et vous demandez si on peut vous donner une première attache. Merci beaucoup. On pourrait peut-être, pour compléter la question de notre auditrice, évoquer un petit peu les critères d'adhésion, si j'ose dire. Alors, quels sont-ils, Madame Fèvre? Eh bien, Tout candidat n'est pas admis, j'imagine. Ah, il faut donner des preuves sérieuses. Il y a des enquêtes que nous faisons. D'abord, elle est reçue soit par la vénérable maîtresse, soit par la grande maîtresse. Ensuite, elle a un curriculum vitae à faire et elle a un petit travail philosophique. Et ça demande au moins 6 mois, 1 an avant l'adhésion. Et au-delà de cette période de préparation, si j'ose dire, dans les mois qui viennent, après 6 mois, que se passe-t-il? Est-ce qu'on entre de plein pied dans la loge? Absolument pas. On convoque la profane et on lui pose des questions. Suzanne Gauthier. Oui, je voudrais une précision. À la Grande Loge féminine, vous faites effectuer un travail avant l'initiation. Et oui, madame. Je crois que ça n'est pas le cas dans les 2 autres obédiences. Un petit travail en général sur le thème de liberté, égalité et fraternité qui nous est cher au cœur, aux francs-maçons. C'est une dissertation, une petite thèse. Petite dissertation. Charles Goileau. À vrai dire, dans les autres obédiences, aux droits humains, et puis M. Zeller parlera du Grand Orient, les loges sont absolument libres de faire à l'impétrant le travail préalable avant l'initiation ou après l'initiation tel que la loge le désire. Certains ateliers font faire un travail effectivement aussi aux droits humains avant l'initiation pour voir à qui ils ont affaire et quelles sont les idées que possède l'impétrant. Certains autres ateliers se contentent simplement d'interrogatoires, de discussions avec le récipiendaire et puis ensuite décident de l'admettre ou de ne pas l'admettre. Monsieur Zeller, les conditions d'admission à la Grand Orient. En ce qui nous concerne, c'est à peu près la même chose, à savoir que quand un profane se présente à la porte de notre maison, eh bien, nous désignons la loge dans laquelle il doit normalement entrer, désigne 3 enquêteurs qui d'ailleurs s'ignorent les uns les autres. Et ces enquêteurs vont chacun interroger le profane et lui posent toutes sortes de questions qui ont trait à sa vie, à ses préoccupations intellectuelles, etc. Ensuite de quoi des rapports sont faits par ces enquêteurs à la loge, et le profane est ensuite enquêté directement dans la loge, même sous le bandeau, et il répond à un certain nombre de questions. Vous comprenez, quelqu'un frappe à notre porte, on ne le connaît pas, et pour le connaître, il n'y a rien d'autre que de parler avec lui. Bien sûr, un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous. Bonsoir monsieur ou madame, votre question. Allô? Oui, bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais savoir une chose. On dit qu'au Grand Orient, qu'on est aujourd'hui, au XXe siècle, pour l'égalité des sexes. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, au Grand Orient de France, on n'admette pas les femmes? J'ai entendu tout à l'heure une explication qui était peut-être valable il y a quelques siècles, mais aujourd'hui, je pense que ce problème est dépassé. Qu'en pensez-vous? Monsieur Zeller. Bien, écoutez, d'abord pour la raison majeure qu'il existe 2 obédiences à côté de la nôtre. Il existe une obédience mixte, une maçonnerie mixte, qui travaille avec des frères et des sœurs, et puis il y a la maçonnerie féminine de la Grande Loge féminine de France. Alors, nous considérons pour le moment qu'il est tout à fait possible qu'il y ait en fait 3 sortes de maçonnerie. La maçonnerie masculine, la maçonnerie féminine et la maçonnerie mixte. Ces maçonneries, elles existent, alors par conséquent, nous n'avons pas pour le moment de raison spéciale de laisser entrer les femmes à l'intérieur du Grand Orient de France. Cela n'empêche pas que nous ayons avec ces 2 obédiences les contacts les plus amicaux et les plus fraternels. Et que même nous avons bien souvent travaillé ensemble, ou avec les uns ou avec les autres. Nous avons d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, fait avec nos sœurs de la Grande Loge féminine de très grandes tenues collectives, que ce soit sur la question de l'avortement, que ce soit sur la question du planning familial ou autre. Nous avons fait de très très belles et très intéressantes tenues collectives. Ainsi d'ailleurs qu'avec nos frères du droit humain, où bien souvent je me suis trouvé, et mes amis aussi, à aller faire des conférences chez vous. Alors pour nous, le problème ne se pose pas vraiment. Ne se pose pas vraiment, non. Bien, un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Je m'excuse parce que j'ai posé ma question dès les premières secondes de l'émission. Et nous avons été coupés, je suppose. J'ai en partie répondu. J'aimerais que la franc-maçonnerie se définisse exactement au point de vue religion ou anti-religion. J'ai assisté à l'inhumation d'un franc-maçon avec distribution de fleurs mauves.
Oui, effectivement, nous l'avons déjà évoqué. Peut-être que Charles Boileau pourrait rapidement nous parler de la signification, par exemple, de ces fleurs mauves. À vrai dire, il s'agit là de symboles qui ne peuvent être interprétés que dans la pleine connaissance de la cérémonie, des antécédents de la personne dont il était question, de l'esprit de l'atelier auquel il appartenait et du symbole véritable que l'atelier a voulu mettre dans ces fleurs mauves lors de l'enterrement. Nous avons déjà parlé tout à l'heure du problème de savoir si la maçonnerie était ou n'était pas une religion. Monsieur Fred Zeller, tout à l'heure, va bien préciser qu'il n'y avait pas de dogme à la base de la maçonnerie, de dogme religieux à la base de la maçonnerie, et les obédiences ici présentes admettent ce principe de liberté totale de l'individu, quelles que soient ses appartenances et politiques et religieuses par ailleurs et en dehors de la maçonnerie. Alors je ne pense pas qu'il faille véritablement vouloir faire de la maçonnerie une religion. En deux mots, je voudrais qu'avant d'aller plus au-delà dans notre dialogue avec les auditeurs, que l'on définisse un peu ce qu'est une loge, ce qu'est un atelier, puisque les termes sont venus, et je crois qu'il est bon, pour la suite de la conversation, que tout soit très très clair. Monsieur Zeller. Eh bien, un atelier maçonnique, en réalité, c'est la société en miniature. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à l'intérieur d'une loge maçonnique, pour que le travail soit intéressant et efficace, il doit y avoir un peu la représentation de toutes les principales activités de la société. Il doit y avoir des techniciens, il doit y avoir des cadres, il doit y avoir des artisans, il doit y avoir un médecin, il doit y avoir etc. Toutes les classes sociales. Toutes les classes sociales, les corps de métier. Oui, et politiquement. Et politiquement, il est évident qu'il peut y avoir dans une loge maçonnique des radicaux mendécistes, des frères du PSU, des socialistes de toute tendance d'ailleurs, elles sont nombreuses, etc. Et un atelier compte combien de frères? Oh, écoutez, un atelier maçonnique pour travailler efficacement ne devrait pas excéder en fait une soixantaine d'inscrits et 35 à 40 présents sur les colonnes. Et la loge alors? La loge, c'est ça. C'est l'atelier, oui. Vous parliez tout à l'heure de l'appartenance de plusieurs mouvements politiques. Quels sont les rapports de la maçonnerie avec le Parti communiste? Alors, de manière générale, peut-être avec la politique. Non, avec le Parti communiste, évidemment, c'est un problème qui est important, si vous permettez. Eh bien, en ce qui concerne le Parti communiste, face à l'ordre maçonnique, sa position fut commandée avant tout, vous le savez, par la doctrine, la tactique et la stratégie générale du mouvement communiste après la révolution russe d'octobre 1917 et l'instauration du pouvoir des soviets. La classe ouvrière, comme seule classe dirigeante, devait arracher le pouvoir à la bourgeoisie, la liquider en tant que classe dépassée par l'histoire et instaurer la dictature du prolétariat. Bon. Ouvrant en mars 1919 le premier congrès de fondation de l'Internationale communiste, devant des centaines de délégations qui étaient venues du monde entier, Lénine disait ceci. La bourgeoisie est affolée de terreur devant le mouvement révolutionnaire prolétarien qui grandit. Cela se comprend parce que toute la marche des événements depuis la fin de la guerre impérialiste renforce inévitablement le mouvement révolutionnaire du prolétariat et que la révolution socialiste internationale commence et grandit dans tous les pays. Et devant le deuxième congrès de l'Internationale qui s'est tenu à Moscou en 1920, Zinoviev, qui présidait la séance d'ouverture, terminait ainsi son discours. La classe ouvrière est une classe jeune. Son étoile se lève à l'horizon. Cette classe marche au pouvoir, tandis que la bourgeoisie abreuvée du sang des ouvriers voit son étoile à son déclin. Nous assistons au crépuscule des dieux du capitalisme. Bientôt, la terre sera débarrassée de l'oppression bourgeoise. Telle était alors, précisons-le bien, la perspective politique et historique des dirigeants bolcheviques, Lénine et Trotsky. Eh bien, nous disons aujourd'hui, sans nous étendre car ce n'est pas notre propos, qu'elle s'est avérée fausse. Et il apparaît en effet, après 50 années écoulées, aux yeux de tous, que le capitalisme a réussi, ce qui était imprévisible alors, à surmonter cet art, ces crises, et à se survivre, et aussi à se transformer, et à prendre un nouvel et gigantesque essor à l'échelle européenne et même mondiale. Et ce qui modifie par contre-coup les structures même de la classe ouvrière, et reporte au calende l'heure de la révolution prolétarienne, tout au moins de type classique et d'essence romantique. Mais la perspective des bolcheviks russes d'alors, qu'ils imposaient aux communistes du monde entier, amenait avec la plus grande logique le 4e congrès de l'Internationale communiste à préciser sa position de la façon suivante.
tandis que l'avant-garde communiste du prolétariat recueille toutes ses forces pour une lutte sans merci contre tous les groupements et organisations de la société bourgeoise au nom de la dictature prolétarienne, de nombreux militants responsables du Parti communiste français, députés, journalistes et jusqu'à ses membres du comité directeur conservent une liaison étroite avec les organisations secrètes de l'ennemi. Le Congrès charge le comité directeur du Parti communiste français de liquider avant le 1er janvier 1923 toutes les liaisons du parti en la personne de certains de ses membres et de ses groupes avec la franc-maçonnerie. Celui qui, avant le 1er janvier, n'aura pas déclaré ouvertement à son organisation et rendu public par la presse du parti sa rupture complète avec la franc-maçonnerie est par là même automatiquement exclu du Parti communiste sans droit d'y jamais adhérer à nouveau à quelque moment que ce soit. La dissimulation par quiconque de son appartenance à la franc-maçonnerie sera considérée comme pénétration dans le parti d'un agent de l'ennemi et flétrira l'individu en cause d'une tâche d'ignominie dans tout le prolétariat. Alors, disons que, rares bien entendu, furent les francs-maçons, et qui se plièrent à ces décisions, et le Parti communiste perdit d'un seul coup de nombreux dirigeants qui retournèrent alors, après la scission de Tours, à la SFIO, comme ce fut le cas, par exemple, pour Frossard, qui fut, vous le savez, le premier secrétaire général du Parti communiste, Morizet, Georges Pioch et tant d'autres. Et je n'ai jamais entendu dire que les décisions du 4e congrès de l'Internationale communiste, malgré tous ces tournants et volte-face, aient été rapportées ou amendées sous quelque forme que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce qui peut expliquer que la maçonnerie soit toujours interdite non seulement en Russie, mais aussi dans tous les pays du bloc soviétique, et que ses dirigeants soient emprisonnés, déportés et assassinés. Alors, de 1922 à 1940, la consigne antimaçonnique fut donc inébranlable. Elle s'assouplit cependant pendant la résistance, et voici pourquoi. De 1941 à 1944, à l'intérieur de la résistance à l'oppression nazie, les résistants gaullistes et communistes subirent les mêmes persécutions et participèrent à la même vie clandestine. Mais la franc-maçonnerie avait été persécutée, elle aussi, par les hitlériens et les collabos, et interdite par le régime de Pétain-Laval. Alors, des liens se nouèrent, solides, entre les résistants francs-maçons et communistes, disciplinés, actifs et courageux. Et on pouvait donc logiquement penser que la décision concernant la franc-maçonnerie qui fut prise en 1922 se trouvait désormais dépassée. D'autant plus que les Alliés, dont l'URSS, avaient tous signé la Charte de l'Atlantique, les conférences de Québec, Le Caire, Téhéran, Yalta, après la guerre Potsdam, envisageaient un monde pacifié et libre et démocratique. Et enfin, la Russie se trouvait parmi les signataires, ne l'oubliez pas, de la Charte de l'ONU. Dans toute l'Europe, des gouvernements de coalition nationale s'étaient formés avec les communistes et les partis bourgeois en Belgique, en Italie, au Danemark, en Pologne, en Hongrie et en Tchécoslovaquie. Et alors, nous arrivons maintenant au point essentiel, qui est celui-ci. À un moment donné, il s'ensuivit un échange de lettres entre le secrétariat du Grand Orient de France et le secrétariat du Parti communiste le 21 novembre 1945, qui n'eut sans doute pas toute la publicité désirable. Monsieur, nous avons par devers nous une lettre nous faisant connaître qu'en réponse à une question posée par un de nos amis à monsieur Marcel Cachin, celui-ci a répondu par écrit ceci, que le bureau politique du Parti communiste en sa séance du 4 octobre a décidé d'accepter dans son organisation des francs-maçons. Nous vous serions particulièrement obligés de nous dire si cette information est exacte, veuillez croire, monsieur, etc. Signé, le chef du secrétariat du Grand Orient de France, Jean Solignac. Et le 27 novembre 1945, le secrétaire du Parti communiste, Léon Mauvais, faisait tenir la réponse suivante au secrétariat du Grand Orient de France. Monsieur, en réponse à votre lettre du 21 courant, nous vous informons que le bureau politique a décidé d'admettre les francs-maçons qui demanderont leur adhésion au Parti communiste français. En déclarant accepter sa doctrine et vouloir se conformer aux règles d'action, aux formes d'organisation et au statut du parti, en appliquant sa politique avec discipline, en toutes circonstances et en tout lieu. Nous vous prions d'agréer, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, cette évolution
persiste. Je veux dire qu'il y a par conséquent des contacts, il y a des francs-maçons qui peuvent s'engager dans les rangs du Parti communiste. Oui, bien sûr. Et puis, il y a des communistes qui sont entrés, n'est-ce pas, à la suite de cette prise de position à l'intérieur du Grand Orient de France. Le dialogue reprend dans un instant avec vous qui nous écoutez. Vous faites Bagatelle 2040. Une autre question sur Bagatelle 2040, c'est à vous, nous vous écoutons. Allô? Posez votre question. Oui, monsieur, voilà, on reproche au Grand Orient de France de faire de la politique. Pouvez-vous vous expliquer sur cette question? Bien, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, les rapports du Grand Orient avec la politique en général. Alors écoutez, la question posée de cette façon-là, je crois, le problème politique est un faux problème. Parce que si politique, ce sont les marchandages et les combinaisons électorales, la participation directe ou indirecte aux compétitions politiques, les consignes de vote, l'engagement de certains ateliers maçonniques, comme ce fut malheureusement le cas parfois sous la Troisième République, alors, je vous le dis, nous ne faisons pas de politique. Si la politique, c'est la défense des grandes causes humanitaires, la lutte contre le racisme, contre les persécutions religieuses et antireligieuses, contre la colonisation, l'arbitraire, la puissance de l'argent, de la force, de la brutalité, alors nous faisons de la politique. Si la politique, c'est l'art d'engager chaque maçon avec civisme dans son devoir de citoyen, alors nous n'en faisons pas assez. Quant à ceux qui prétendent, sans savoir, que le Grand Orient de France fait plus ou moins de politique que telle ou telle autre obédience, eh bien tous ceux qui fréquentent nos loges, les loges maçonniques, savent qu'il n'y a pas de différence très sensible entre elles et qu'en fait, elles sont toutes bien réglées sur le même diapason. Et il est évident que nos ateliers, à côté du travail rituel, se consacrent aux problèmes séculiers, qu'ils soient scientifiques, sociologiques, techniques ou moraux. Il importe en effet que soient étudiés sur le plan philosophique, dans un esprit constructif. Les maçons sont en effet des constructeurs et non des démolisseurs. Et je termine en disant, aucune obédience n'y échappe. Il n'y a pas de maçonnerie non politique, et du reste, je précise, naître, vivre et mourir sont aussi des actes politiques. Un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous, votre question. Allô? Allô? Oui, c'est à vous, madame, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Monsieur, je suis un peu gênée. Voici. La loge écossaise de France, sélectionnant par naissance et fortune, son rôle n'est donc plus qu'un concentrateur économique de puissance. Sinon, pourquoi cette sélection? Et quels sont vos rapports à vous, Grand Orient, vis-à-vis de cette loge? Est-ce que vous voulez reposer peut-être un peu plus clairement votre question que nous n'avons assez mal entendue? Voici. La loge écossaise de France, je pense, n'est destinée qu'à une certaine catégorie de gens, c'est-à-dire de hauts cadres, de hautes personnalités. Écoutez, la loge qui travaille en France au rite écossais, c'est nos frères de la Grande Loge de France, qui ne sont d'ailleurs pas là ce soir. Et nos rapports avec eux sont excessivement fraternels. Et je dois dire qu'il n'y a guère de différence entre eux et nous. Madame Fèvre, deux mots? Oui, nous aussi, la Grande Loge féminine de France travaille au rite écossais ancien et accepté, mais que je sache, nous ne faisons aucune distinction de conditions sociales. Et le rite écossais ancien et accepté suit le mouvement des autres obédiences. Un autre appel sur Bagatelle 2040, une autre question peut-être, notre thème, la franc-maçonnerie, nous vous écoutons. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, votre question. J'aurais aimé savoir s'il existait des idées de base communes ou des oppositions fondamentales entre la franc-maçonnerie et la religion catholique. Bien, voilà une question peut-être très intéressante à laquelle nous allons essayer de répondre. Charles Boileau. Il n'existe pas, dans le fond, dans les bases, d'opposition formelle, manifeste, entre le catholicisme, ses rites et ses croyances, et la maçonnerie. Et un catholique peut parfaitement faire partie de l'ordre. Cependant, à partir du moment où l'appartenance à une religion, qu'elle soit catholique ou autre, amène l'individu à prendre des positions définitives sur certains points,
et à cultiver des positions dogmatiques et qu'il l'engage de façon rigide et sans retour, sa liberté fondamentale est compromise et en conséquence, il ne peut plus travailler dans la loge où on lui demande tout d'abord et avant tout d'être libre, d'être totalement libre. Par conséquent, dans la mesure où il est un catholique dogmatique, fanatique dans sa religion, il ne peut plus siéger sur les colonnes, n'étant pas suffisamment libre pour aborder les problèmes tels qu'on désire le faire à l'intérieur de la loge. Si par contre, il pratique le catholicisme comme étant une option intellectuelle et qu'il reste libre d'écouter autre chose que cette option et de la comparer, à ce moment-là, sa place est parfaitement possible sur les colonnes. Il y a eu dans l'histoire des frictions entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Oui, bien sûr. Dans la mesure où justement le catholicisme à une certaine époque a voulu être terriblement dogmatique et engager les individus de façon irréversible dans un dogme édicté par un pouvoir vatican en particulier. À partir de ce moment-là, ce que nous disions tout à l'heure concernant la liberté de l'individu qui se trouvait compromise, faisait qu'on pouvait être soit catholique, soit maçon, mais impossible d'être les deux à la fois. Un autre appel, Bagatelle 2040, c'est à vous. Votre question. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Allô? Oui, c'est à vous. Allô, bonsoir monsieur, bonsoir messieurs. Justement, pour faire suite un peu à ce qui vient d'être dit, et pourquoi existe-t-il d'abord une franc-maçonnerie athée et une franc-maçonnerie déiste? Et si les deux existent, pourquoi et comment existent-elles? Comment cela se fait-il? Bien, athée ou déiste, vous avez peut-être, j'ai l'impression, d'après l'étonnement que je vois sur les visages de nos invités, simplifier les choses, il faudrait peut-être les nuancer. Charles Boileau. Oui, on ne peut pas dire qu'il existe une franc-maçonnerie athée ou une franc-maçonnerie déiste. Il existe des individus, des maçons, qui sont de tendance athée ou de tendance déiste. Et ces maçons, bien sûr, préfèrent une loge où leur tendance est plus particulièrement pratiquée par les membres de la loge vers laquelle ils se dirigent. Mais il n'y a pas une maçonnerie qui se dit déiste et une maçonnerie qui se dit athée. Ça, c'est impossible d'avoir cette conception-là en essayant d'avoir une vue juste des choses. Voilà, je pense, rien à ajouter, alors nous passons à un autre appel, peut-être. Bagatelle 2040, c'est à vous. Allô? Oui, posez votre question. Voilà, monsieur Jacques Oborowski de l'Action française. Oui. Tout d'abord, je dois vous préciser que mon arrière-grand-père était un franc-maçon, ainsi virulent paraît-il. Donc voici maintenant ma question. Est-il vrai que la franc-maçonnerie est à l'origine de notre République, car on trouve en effet, c'est presque certain, les insignes maçonniques sur la Marion de 48. Et quelle serait maintenant la position et le rôle de la franc-maçonnerie dans le cas éventuel d'une restauration monarchique traditionnelle en France? Monsieur Zeller. Écoutez, il est bien évident que la franc-maçonnerie a eu une influence considérable sur les événements qui ont amené la Révolution française de 1789. Dans ce vieux pays qui sortait avec beaucoup de difficultés de la féodalité, les loges maçonniques étalées sur l'ensemble du territoire formaient une vaste assemblée délibérative permanente. Et je vous rappelle que tout ce que le pays comptait alors de plus exceptionnel dans tous les domaines, sur les plans littéraires, artistiques, scientifiques, même militaires, toute l'élite de ce pays avait tenu à faire partie d'une loge maçonnique. Et dans ces loges, on essayait d'élaborer, de deviner ce qu'allait être le monde qui s'annonçait, et d'essayer de trouver, d'inventer, d'imaginer des structures nouvelles pour ce pays, et pour sortir de la féodalité, etc. Eh bien, il est évident que demain, s'il y avait une restauration monarchique, ce que d'ailleurs je ne crois pas, mais enfin, on peut toujours, en effet, l'imaginer. On peut imaginer toutes les hypothèses. En rêvant. Je crois que le Grand Orient de France, qui a depuis le début de son histoire lutté pour la République, pour sa consolidation, pour sa défense et pour étendre les libertés des républicaines, je crois que le Grand Orient de France et les francs-maçons seraient évidemment à nouveau appelés à défendre la République par tous les moyens. Combien, monsieur Fred Zeller, y a-t-il de francs-maçons en France ?
Écoutez, les statistiques ont été faites, elles sont parues dans différents hebdomadaires et journaux officiels qui évaluaient les francs-maçons à 50 000 en France. Nous reprenons notre conversation avec vous sur Bagatelle 2040. Un autre appel, nous vous écoutons. Allô? Oui. C'est à vous, monsieur. Posez votre question. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Ma question est double. Voilà, je voudrais savoir pourquoi la franc-maçonnerie est si méconnue du grand public en 1971, en rapport par exemple avec le sondage d'opinion publique qui a été fait par l'IFOP. Et deuxièmement, pour quelle raison fait-elle preuve d'une si grande discrétion? Est-ce pour conserver l'apanage d'une certaine élite intellectuelle dans notre société matérialiste? Bien, je crois qu'effectivement, dans tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, il y a des éléments de réponse, mais il est bien évident que nous pouvons compléter ces réponses. Pourquoi donc la franc-maçonnerie, selon vous, est-elle aussi méconnue? Eh bien, écoutez, ce n'est pas difficile. Nous avons déjà, nous-mêmes, au Grand Orient de France, il y a quelques années, fait un sondage d'opinion auprès des cadres. Et nous avions été, en effet, excessivement surpris de nous apercevoir que cette génération, qui avait à l'époque entre 25 et 30 ans, ignorait presque complètement la franc-maçonnerie et même les francs-maçons les plus éminents, n'est-ce pas, qui ont défilé dans nos loges. Cela vient aujourd'hui du fait que, dans la mesure où la génération qui nous a précédés, dans le monde profane, connaissait la franc-maçonnerie par les combats qui ont été menés pour la défense de la République, pour la séparation de l'Église et de l'État, pour les lois sociales, etc., cette génération connaissait évidemment la franc-maçonnerie. Mais depuis la guerre, il y a eu une coupure. Et après la guerre, le Grand Orient de France et la maçonnerie en général s'est trouvé devant des problèmes excessivement difficiles à résoudre. Nous avions été laminés par la guerre, détruits physiquement par les nazis et par les collaborateurs. Nos locaux étaient dans un état absolument désastreux. Et il nous a fallu faire cette longue marche qui nous a menés jusqu'à ces toutes dernières années, où il a fallu reconstituer complètement notre patrimoine, refaire nos biens, etc. Ça nous a demandé évidemment de longues années pendant lesquelles nous avons un peu négligé le travail d'extériorisation. Et pourquoi cette discrétion? Bien, je crois que Charles Goileau. Je crois que cette discrétion est un peu héritée de la maçonnerie opérative, de celle qui justement a construit les cathédrales, où les auteurs de ces œuvres ne signaient pas leurs œuvres. Parce que par principe, ils travaillaient à la gloire de l'humanité et non pas à leur gloire personnelle, et que le travail bien fait, bien terminé, suffisait à leur satisfaction personnelle. Dans nos loges, il en est de même. Les travaux maçonniques ne portent pas un nom. Ils sont faits à la gloire de la loge et plus loin à la gloire de l'humanité. Personne ne signe son travail, c'est un travail qui est commun et par conséquence, il s'ensuit que peu de travaux véritablement maçonniques sont connus en temps, c'est-à-dire dans le siècle même immédiatement, qui sont écrits par des maçons. Il se trouve que la plupart des ouvrages que l'on peut lire sur la maçonnerie sont en général écrits par des non-maçons qui se sont renseignés de l'extérieur de la maçonnerie, et c'est évidemment au détriment d'une connaissance par le grand public de la maçonnerie elle-même. Je crois qu'il faut chercher justement dans cette pratique étendue de la discrétion l'une des raisons pour laquelle le grand public méconnaît la franc-maçonnerie, et puis aussi le fait que le grand public cultive un certain nombre d'a priori qui l'empêchent, dans une certaine mesure, d'accéder à la connaissance même objective de ce qu'est véritablement la maçonnerie. Un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous. Votre question, nous vous écoutons. Allô? Oui, bonsoir monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'avais une question tout à l'heure à poser à monsieur Fred Zeller concernant les rapports du Grand Orient de France et du Parti communiste, mais je pense qu'il a déjà répondu avec beaucoup de précision. En effet. Mais la deuxième partie de ma question correspondait aussi un petit peu à l'action politique que le Grand Orient de France pouvait avoir.
Avant la guerre, on a parlé beaucoup de l'action politique au cours de la Troisième République en particulier, où les francs-maçons étaient nombreux, je pense, à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés et au Sénat. Est-ce que maintenant, le Grand Orient de France, dans toutes ses préoccupations, envisage une action politique d'ordre général et comment pourrait-il l'envisager ? Monsieur Zeller. Non, le Grand Orient en tant que tel n'a pas à descendre dans l'arène et à se préoccuper des problèmes politiques, disons, si vous voulez, mineurs. Nous nous occupons des problèmes politiques déjà à une autre échelle. En ce qui concerne la construction de la cité future, essayer de définir une nouvelle forme de la société en fonction du XXIe siècle qui s'annonce. Et je crois que le drame de la gauche française, pas seulement de la gauche, mais en fait de tous les partis, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui un modèle de société humaine à présenter aux gens et surtout aux jeunes qui s'annoncent avec le XXIe siècle. Alors le problème en ce qui nous concerne, c'est d'abord d'essayer de deviner ce que sera le monde qui s'annonce, le XXIe siècle, et d'essayer de savoir ce que nous pourrions faire, ce que nous pourrions imaginer, pour que les hommes et les femmes qui vivront dans ce monde qui sera encore plus dur que le nôtre, ce que nous pourrions faire pour que ces hommes et ces femmes puissent être plus heureux qu'ils ne sont aujourd'hui. Voilà pas d'intervention politique. Voilà en ce qui nous concerne le vrai problème. Voilà. Un autre appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. J'aimerais vous poser une question. Comment expliquez-vous que dans les grandes administrations, dans l'armée, etc., les francs-maçons arrivent plus vite que les autres ? Ah, vous faites là allusion à une solidarité agissante. Il y a un certain nombre d'images ainsi. Écoutez, ce sont des images stéréotypées qui se traînent lamentablement depuis déjà 80 ou 100 ans et qui n'ont d'ailleurs pas de consistance. On peut parler de solidarité. Nous serions très très heureux qu'il y ait un nombre considérable de francs-maçons dans l'armée et ailleurs et qu'ils puissent éventuellement se soutenir d'ailleurs. Je ne vois d'ailleurs pas où serait le mal. Vous savez, toutes les grandes associations sont au même point. Reprenez les gens qui sortent de l'école polytechnique ou de Centrale. Je crois savoir que eux aussi, ils aiment volontiers se soutenir et se pousser. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Que nous venions en aide, et c'est tout à fait normal sur le plan de la solidarité humaine, à un de nos frères qui se trouve dans le besoin ou dans le malheur, je ne vois vraiment pas où est le mal. Bien, voilà, rien à ajouter, monsieur ? Non, merci, monsieur. Bien, alors nous passons à un autre appel. C'est à vous, Bagatelle 2040. Posez votre question. Allô, oui. Bonjour, messieurs, Bonsoir. bonjour, madame. En partie, vous avez répondu à une question que j'avais posée tout à l'heure. Je voulais vous poser, quelle est la question suivante, quelle est l'attitude de l'Église catholique vis-à-vis de la franc-maçonnerie, tant passée que présente, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire qu'ils sont excommuniés. En fait, sont-ils réellement excommuniés ? D'une part, et d'autre part, quelle est l'attitude présente du pape vis-à-vis de la franc-maçonnerie ? Oui, nous reprendrons ce second aspect, si vous voulez bien, car nous avons déjà répondu à la partie historique. Alors, les rapports actuels du Vatican et de la franc-maçonnerie. Charles Goileau. Effectivement, dans le courant du XIXe siècle, lorsque ont été, par exemple, évacués les couvents ou les choses de genre, le Vatican a réagi en créant un acte d'excommunication des francs-maçons. C'était un moment de guerre chaude, si vous voulez, entre des républicains fervents et qui voulaient la séparation de l'Église et de l'État, qui ont abouti à l'avoir. Tout ceci s'est bien calmé, c'est maintenant de l'histoire ancienne. Il y a actuellement une position, un essai de tolérance mutuelle, bien qu'encore certains accrochages sur certains points de dogme, ce sont toujours les mêmes qui reviennent. L'acte d'excommunication n'a pas, à ma connaissance, Frère Zeller, été levé. Il a été levé, alors je ne le crois pas personnellement, mais quelqu'un ici semble avoir des données. Oui, il y a une levée d'excommunication, le décret porte le 4 mars 1970. Donc la position est claire maintenant depuis... Par conséquent, c'est une position de tolérance croissante. Bagatelle 2040, c'est toujours à vous. Posez votre question, encore quelques 33 minutes pour intervenir dans ce sujet de conversation, la franc-maçonnerie. Et vous pouvez nous interroger en PCV, en demandant Bagatelle 2040 en PCV. Donc, si vous êtes un peu loin de Paris, c'est à vous maintenant. Posez votre question. Allô ?
Oui, c'est à vous, nous vous écoutons. Bonsoir, messieurs. Je voudrais poser une question à Monsieur Zeller, mais il y a en partie répondu, mais il ne me semble pas que sa réponse me donne entière satisfaction. Alors, allons plus au fond des choses. À un certain moment, lorsqu'on lui a posé une question concernant les demandes de femmes au Grand Orient de France, je voudrais lui poser la question suivante. Est-ce qu'il y a 2 ans, le Grand Orient de France n'avait pas autorisé les femmes maçonnes à fréquenter les ateliers du Grand Orient de France? Et alors la deuxième question que je voulais lui poser, c'est qu'est-ce qui sépare le Grand Orient de la Grande Loge de France, étant donné les explications que M. Zeller a données au début sur la forme et, disons, les orientations de chacune des obédiences françaises et même mondiales. Et j'ai entendu tout à l'heure une réponse, je crois que c'est M. le Président du droit humain qui l'a faite, lorsqu'il parlait des obédiences déistes. Il a répondu qu'il n'en existait pas. Alors je voulais lui poser la question suivante. Est-ce qu'à sa connaissance, la Grande Loge Unie d'Angleterre ne peut pas être considérée comme une obédience déiste? Bien, voilà effectivement beaucoup de questions. Nous allons essayer d'y répondre rapidement car on me signale que le standard de Bagatelle 2040 est au bord de la saturation et qu'il vaudrait mieux peut-être essayer d'engager le dialogue avec le plus grand nombre d'auditeurs possible. Alors, Charles Goillot. On répond peut-être très courtement à ce problème d'obédience déiste. Effectivement, la Grande Loge Unie d'Angleterre est une obédience de tendance déiste, nettement marquée, déclarée. Mais ma réponse de tout à l'heure ne concernait que les obédiences françaises. Je m'étais limité au cadre français et je répondais sur les tendances purement françaises de la maçonnerie en France. Voilà pour un point. Le second point s'adressait... Oui, alors en ce qui concerne la participation de nos sœurs aux loges maçonniques, il y a 2 ans, en effet, on avait voté un texte de la commission des résolutions demandant à ce que, dorénavant, nos sœurs du droit humain ou de la Grande Loge féminine de France puissent assister à certaines séances du Grand Orient ou à certaines tenues du Grand Orient de France. Mais vous savez, ce n'était pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Très souvent, nous avons eu des tenues communes avec nos sœurs sur le plan de tenues blanches. Moi, je me souviens, quand j'étais vénérable de mon atelier, je ne manquais pas, que ce soit pour un certain nombre de cérémonies de reconnaissance conjugale ou d'adoption de jeunes enfants de francs-maçons, d'inviter à la fois et le droit humain et la Grande Loge féminine, et vous étiez reçus dans nos loges. Alors, ça n'a rien de nouveau, ça se fait. Maintenant, ce qui se passera dans 10 ans, dans 20 ans, ça, j'avoue que je n'en sais rien, n'est-ce pas? Parce que quand nous parlons avec les jeunes gens aujourd'hui, ou les jeunes étudiants, il est évident que c'est une des questions qui nous posent. Un autre appel sur Bagatelle 2040. Allô? C'est à vous, madame. Allô, oui. bonjour monsieur, bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à madame Gisèle Fèvre? Elle vous écoute. Elle vous écoute, madame. Merci. Allô, madame? Je vous écoute. Posez votre question. Je voudrais savoir quelles sont les obligations pour faire partie de votre organisme de la branche féminine. Qu'est-ce que vous entendez? Il y a une limite d'âge. Qu'est-ce qu'il y a? Une limite d'âge. Ah non, précisément non. Mais... Il n'y a pas de limite d'âge. Non, mais tout de même... Je voulais vous demander aussi au point de vue religion. J'ai entendu tout à l'heure qu'on pouvait croire en Dieu et essayer d'être droite et loyale. C'est tout à fait mon caractère. Je crois en Dieu, je suis sincère, droite et loyale. Eh bien, vous feriez une bonne franc-maçonne, madame. Pardon? Vous feriez une bonne franc-maçonne. Je suis très directe, vous savez. Et c'est très bien. Je suis franche, loyale et nette. Je n'aime pas la fourberie. Eh bien, vous avez toutes les qualités requises. Venez 71 bis rue de la Condamine. Oui, je vais vous dire, j'ai 68 ans, mais je suis encore en activité, je travaille. Je ne pourrai venir que le soir. Eh bien, venez... Après 6h15. On vous y attend, madame. Oui, je voudrais préciser à ce sujet, à cette dame, si vous permettez, qu'il y a un précédent historique. Voltaire fut initié à la loge parisienne des 9 Sœurs. Il avait alors 84 ans. Oui, j'ai une amie que ça intéresse beaucoup, je vais lui en parler parce que nous en parlions avant-hier et elle me disait, moi je voudrais bien être là parce qu'on ne sait vraiment plus à quelle chose se raccrocher. Eh bien, venez en franc-maçonnerie, madame, vous serez la bienvenue. Je viendrai vous voir, est-ce que je puis téléphoner d'avant? D'accord, vous avez le numéro de téléphone sur l'annuaire. Sur l'annuaire, 71, avez-vous dit rue de la Condamine? Parfait, oui. Et merci de votre franchise. Je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Un autre appel sur Bagatelle 2040. C'est à vous, posez votre question. Allô, oui, monsieur, nous vous écoutons. Bonsoir, messieurs. Allô? Oui, nous vous écoutons. Parlez simplement un petit peu plus fort, peut-être. Oui, bonsoir, messieurs. Ah, c'est parfait.
Les quelques représentants de la franc-maçonnerie ce soir présents à l'émission ont particulièrement mis l'accent sur l'aspect historique, sur les relations interobédientielles, sur l'aspect politique de la franc-maçonnerie. Mais c'est à la fois une question et l'expression d'un regret. On n'a par contre pratiquement pas parlé de l'initiation, bien qu'on ait prononcé les mots d'initié. Eh bien, nous attendions votre question. Alors, j'aimerais je souhaiterais qu'on me précise un peu ce qu'on entend par initié dans la franc-maçonnerie, enfin le verbe et puis Et puis la cérémonie, vous voulez dire? Et non, je ne pose pas de questions sur les détails de la cérémonie, mais savoir actuellement en 1970, 11, pour des francs-maçons, ce qu'est encore l'initiation et quel sens elle peut avoir. Charles Gualot. Oui, peut-être que justement en 1971, il faut rappeler les découvertes d'un certain nombre d'ethnologues qui circulent dans les parties les moins connues du globe et qui découvrent que même dans les populations les plus primitives, mais les plus stables d'ailleurs, il y a un rite de passage du jeune enfant pour abandonner une certaine vie afin d'en acquérir une autre. Il faut qu'il se passe quelque chose un certain jour, à un certain moment, où l'individu accepte cette coupure, où il dit qu'il y a un hier et qu'il y a un demain. Et ce jour, précisément, entre hier et demain, eh bien, c'est le jour de l'initiation. La maçonnerie fait effectivement encore en plein XXe siècle une initiation qui est une sorte de rite de passage que l'individu reçoit, accepte et qui crée en lui un hier où il avait une certaine vie, certaines options, une certaine façon de vivre, et puis un demain où il accepte de revoir cela lors de ce rite de passage et ultérieurement. Voilà en quoi consiste, je crois, l'initiation maçonnique, qui est le pendant de l'initiation dans les forêts vierges peut-être. Bagatelle 2040, le dialogue reprend. Posez votre question, c'est à vous. Allô? Allô? Oui, madame, posez votre question. Allô? Bonsoir, messieurs, bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Ne pensez-vous pas que le fait de s'adresser au public sur les ondes pour débattre de la franc-maçonnerie constitue une sorte de trompe-l'œil? L'essentiel du travail accompli dans les loges est absolument secret. Ce qui peut être divulgué n'est donc que le côté philanthropique ou sociopolitique, aspect très extérieur de la franc-maçonnerie. Les hommes et les femmes qui, après de telles émissions, demandent leur adhésion à cette société, ne risquent-ils pas d'être profondément déçus et découragés lorsqu'ils s'aperçoivent que ce qui leur est en réalité demandé est tout autre chose qu'un travail social et qu'avant de refaire le monde, ils auront d'abord à se construire eux-mêmes, ce qui sera pour beaucoup d'entre eux la tâche de toute une vie. Madame, la réaction des... Une certaine forme d'études ésotériques le leur permettra, y seront-ils préparés? Madame, la réaction des candidats à la franc-maçonnerie est finalement une chose très personnelle qu'on ne peut pas évoquer ici, car on ne peut pas imaginer ou jouer avec l'astrologie, puisque c'est à la mode. En tout cas, il était du devoir de France Inter, et dans le cadre de cette émission en tout cas, d'ouvrir ce dossier, comme on dit familièrement, et essayer au contraire de lever un peu le voile sur la franc-maçonnerie. L'enquête que nous avons diffusée et qui a été enregistrée dans la rue, donc cet après-midi, dans les rues de Paris, montre combien on a besoin d'informations sur ce sujet, et même si les responsables de la franc-maçonnerie n'entendent pas dévoiler tous les détails de leur société, il était en tout cas du devoir de France Inter de contribuer à une sorte d'information, et la preuve encore en est dans cet enregistrement que Michel Polacker a réalisé tout à l'heure dans les rues de Paris, et qui nécessite effectivement, je crois, un certain nombre de mises au point, et nous sommes là ce soir pour les faire, ces mises au point. Il ne s'agit pas pour nous d'inciter les gens à être candidats. D'ailleurs,
On le disait tout à l'heure, il ne suffit pas de faire acte de candidature, faut-il encore remplir un certain nombre de conditions. Donc, si vous le voulez bien, notre souci a été ici uniquement de faire de l'information, comme nous le faisons à longueur de journée au journal de France Inter, et non pas, si vous voulez, de participer à une campagne que vous pourriez imaginer peut-être. Bagatelle 2040, un autre appel, c'est à vous. Allô ? Oui, posez votre question. Oui, bonsoir madame. Bonsoir madame. Je voudrais savoir quel est actuellement le rapport entre la maçonnerie... je crois que ma question s'adresse surtout au Grand Orient. Monsieur Zeller vous écoute. Le rapport entre la maçonnerie et le compagnonnage. Oh, ben vous savez, les rapports sont extrêmement étroits avec les organisations de compagnonnage qui existent encore et les obédiences maçonniques en général, pas seulement le Grand Orient de France. Ils sont très étroits et très fraternels, bien entendu. Est-ce que vous pourriez expliquer plus clairement quel est ce rapport, parce que ce n'est pas évident aux yeux des profanes? Vous savez, d'abord, parmi les compagnons qui font partie des sociétés de compagnonnage aujourd'hui, dont le président d'ailleurs est un de nos amis et ne s'en cache pas, eh bien, il se trouve bien souvent dans les loges maçonniques. Et nous avons aussi des cérémonies ou des tenues communes d'information. Voilà, rien à ajouter? Alors un autre appel, Bagatelle 2040, c'est à vous. Votre question? Je suppose que c'est à mon tour. Oui, c'est à vous, madame. Il faut un peu de patience, car il y a beaucoup de monde ce soir sur Bagatelle 2040. Deux questions à poser. Premièrement, puisque les loges maçonniques il y en a plusieurs, est-ce que chacune correspond à une région déterminée, à un territoire? Est-ce qu'elles ont un travail particulier par loge, ou est-ce que c'est général pour toute la France? Voilà la première question. Deuxièmement, nous avions un chef, je travaille dans une grande administration, nous avions un chef de service qui, pour une raison que j'ignore, s'est trouvé rétrogradé, a fait appel, procès, a été réintégré dans son poste. Nous avons supposé qu'il faisait partie de la franc-maçonnerie et à sa signature figurent toujours 3 petits points. Est-ce que c'est un signe? Voilà, vous savez, moi j'ai déjà vu beaucoup de signatures où il y avait des petites croix, des petites étoiles et des petits cercles aussi. Je ne sais pas, en tout cas, M. Zeller va peut-être nous dire si cela fait partie de cette identification entre francs-maçons. Et en tout cas, cet exemple-là, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres cas en France où après une discussion juridique avec son patron, il y a des cas où on se retrouve réintégré, et j'imagine que cela n'entre pas forcément dans le cadre des activités de la franc-maçonnerie, M. Zeller. Oui, absolument. Et puis notre pouvoir, vous savez, n'est quand même pas si considérable aujourd'hui qu'on puisse se permettre de faire réintégrer n'importe qui, n'importe où. En ce qui concerne les loges maçonniques, voyez-vous, ça dépend des endroits. Dans les grandes villes, dans les très grandes villes, il arrive que vous en ayez plusieurs de chaque obédience. Ainsi, par exemple, que ce soit à Marseille, à Lille, que ce soit à Lyon ou à Bordeaux, il n'est pas rare d'avoir 10 ou 12 loges du Grand Orient de France. Il y en a même quelques-unes aussi de la Grande Loge de France. Il peut y en avoir 2 ou 3 du droit humain, comme c'est le cas à Nice, par exemple, ou de la Grande Loge féminine, peut-être plus tard, quand elle se sera développée, ce qui est en passe de se faire aujourd'hui. Soit dit en passant, grâce à votre grand dévouement, ma sœur, oui. Alors, vous avez plusieurs loges, ça dépend des endroits, ça dépend des villes, ça dépend de l'importance de la région aussi. Voilà pour cette question. Un autre appel, Bagatelle 2040, c'est toujours à vous. Posez votre question. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs. J'ai devant les yeux une arme ancienne, que je crois ancienne et que je crois appartenir, avoir appartenu à un franc-maçon. Et elle comporte un certain nombre de symboles dont j'aimerais l'explication. En particulier, le triangle auréolé de feu, l'étoile, parce que je crois que ça aussi, ça en fait partie, et bien sûr, alors plus simplement, la truelle, le marteau, l'équerre et le compas. Monsieur Zeller. Ben non, je préfère donner la parole pour une fois à notre ami Legrand qui est ici. Legrand André, vice-président de l'orphelinat maçonnique. Je réponds un peu à côté pour la question, car le triangle auréolé figure d'une part à Paris, place Notre-Dame des Victoires, sur l'église qui s'y trouve. On le trouve au château de Versailles et aussi dans de très nombreux hôtels-lieux. Par conséquent, c'est un symbole d'origine très ancienne, qui n'est pas spécifiquement maçonnique, qui a pu être repris par la maçonnerie à certaines occasions et que nous n'avons pas à renier.
Une autre question, Bagatelle 2040, c'est à vous. Allô? Oui, nous vous écoutons, madame. Voilà, vous avez parlé beaucoup de formations dans tous les pays. J'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des loges maçonniques en Russie? D'où téléphonez-vous, madame? Je téléphone de Paris. De Paris. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, quand j'ai répondu à la question quelle était la position du Parti communiste vis-à-vis de la franc-maçonnerie, eh bien, vous savez que depuis la révolution d'octobre 1917, les loges maçonniques ont été fermées en Russie. Et alors, à ce sujet, si vous permettez, puisque nous en sommes là, je vais vous citer une anecdote. Quand Staline est mort, Khrouchtchev a lancé une invitation à la direction du Parti socialiste français, qui à l'époque était dirigé par notre ami Guy Mollet. Eh bien, cette délégation est partie naturellement en Russie, où elle a été fort bien reçue, très amicalement, par Khrouchtchev et Mikoyan. À l'intérieur de cette délégation socialiste se trouvait mon vieil ami Marceau Pivert, qui était franc-maçon, vénérable de la loge l'Étoile polaire, et qui a eu une conversation particulière avec Khrouchtchev et avec Mikoyan. Khrouchtchev lui disant, mon vieux Pivert, quand même, vous avez vu, aujourd'hui, ce n'est plus, il y a quand même une évolution considérable à l'intérieur de la Russie. Staline est mort, nous essayons de faire notre possible pour nous engager dans la voie d'un peu plus de libéralisme et de démocratie. Il faut nous aider, il faut faire comprendre à Paris ce qui se passe ici, c'est quand même très important. Ce à quoi Marceau a répondu, ben oui, c'est très bien, nous y sommes très sensibles. En effet, bien sûr, nous nous apercevons que vos adversaires ne sont plus tués aujourd'hui d'une balle dans la nuque, ce qui est quand même très important, mais vous les mettez en prison, ou vous les écartez de la direction purement et simplement et on n'entend plus parler d'eux. Mais il y a quand même quelque chose que vous pourriez faire. Vous savez, vous n'ignorez pas, je suis franc-maçon. Alors, puisque vous venez de me dire ça, moi je vous renvoie la question, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas une preuve supplémentaire de votre libéralisme et que vous ne donniez pas à nouveau force et vigueur à la maçonnerie, non seulement en Russie, mais dans les pays du glacis, en Hongrie, etc., où il y avait des loges très importantes. Alors, Marceau Pivert, qui nous a raconté en loge cette entrevue, nous dit il faut avoir vu à ce moment-là, quand j'ai posé cette question, l'attitude de Khrouchtchev qui était truculente, qui s'est mis à se fendre en deux, se tapant sur le ventre, tapant sur l'épaule de Mikoyan, et lançant alors à Marceau Pivert, enfin mon pauvre Pivert, vous ne vous imaginez quand même pas que j'avais me fourrer maintenant des puces dans ma chemise. C'était effectivement très khrouchtchevien. Bagatelle 2040, c'est à vous. Une autre question ? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, puis-je saluer mes frères et sœurs? Je voudrais simplement leur poser une question à monsieur Fred Zeller, lui demander pourquoi les francs-maçons du Grand Orient de France et de la Grande Loge de France se reçoivent parfaitement et pourquoi il y a une certaine tension entre les têtes des deux obédiences. Vous savez, je crois que la question n'est pas très très bien posée. Ce n'est pas tout à fait exact, en fait, qu'il y ait des tensions entre les directions et que ce soit surtout une question de cordon qui nous sépare d'avec nos frères de la Grande Loge. Les choses sont plus complexes. Leurs relations sur le plan international ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres et ils sont tenus aussi par un certain nombre de contingences et puis par le fait que malheureusement, je dois le dire, et je le regrette, et avec tous mes amis aussi, nous le regrettons, et les nouvelles générations maçonniques qui entrent en ce moment-ci chez nous le regrettent encore peut-être plus que nous, n'est-ce pas? C'est qu'à la Libération, nous n'ayons pas, nos aînés n'ont pas réussi à faire l'unification de la maçonnerie française sous la forme de la Grande Loge de France et du Grand Orient de France. Il paraît, d'après nos aînés, qu'il s'est fallu à ce moment-là très peu de choses à manquer pour que cette opération se fasse. Mais elle ne s'est pas faite, et vous savez ce que c'est. Eh bien, les deux obédiences se sont reconstituées indépendantes les unes des autres, et aujourd'hui, évidemment, nous assistons au fait qu'il y a en France deux obédiences maçonniques, n'est-ce pas? L'essentiel, vous savez, au fond, c'est que nos rapports soient le plus étroits et le plus fraternels possible avec la Grande Loge de France, et que nous ne perdions pas de vue la nécessité absolue où nous allons nous trouver un jour ou l'autre de lutter d'une façon encore plus efficace pour arriver à réunir toutes les forces maçonniques en France. Et c'est, en ce qui nous concerne, notre objectif primordial.
Voilà pour cette question des rapports avec la Grande Loge. Un autre appel sur Bagatelle 2040. C'est à vous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, madame. Tout à l'heure, vous avez parlé de la loge mixte du droit humain. J'aimerais premièrement que vous répétiez son adresse. Et voici ma question. Vous avez parlé des tests à passer pour entrer dans une loge, pour être initié. Voici exactement quelles sont les obligations à remplir lorsque l'initiation a été faite. Bien. Charles Goileau, peut-être. Votre adresse. Pour préciser d'abord des données techniques, le droit humain est un ordre international qui comprend des obédiences nationales dont celui qui vous parle est le président pour l'obédience française. L'adresse est 5 rue Jules Breton, Paris 13e, pour le secrétariat de la Fédération française. Cette fédération groupe un certain nombre de loges réparties en France, une centaine environ, à laquelle vous pouvez librement demander d'appartenir pour celle qui est le plus proche de votre domicile. Maintenant, vous posiez une deuxième question concernant les conditions à remplir. La seule condition que l'on demande est d'être libre et de bonne mœur. Ceci est une condition primordiale, essentielle, sur laquelle portent les enquêtes qui précèdent la prise en considération de votre demande pour une initiation. Ce qu'on vous demande après l'initiation, c'est encore d'être libre et de bonne mœur, et d'être capable de siéger en loge avec un esprit totalement dépourvu d'aspect dogmatique ou fanatisé par quelque idée que ce soit, de ne pas travailler à votre accomplissement personnel, mais à l'évolution de la loge et au devenir de l'humanité dans son ensemble. Peut-être peut-on répondre même à cette occasion à une question qui a été posée antérieurement, à savoir que justement en travaillant pour l'humanité même et non pas en travaillant pour soi, le problème de la personne n'intervient plus et ne doit pas intervenir dans les travaux en loge. On vous demande par conséquent d'être libre, de bonne mœur et d'être capable de travailler à une œuvre commune, le devenir de l'humanité. Je vous propose maintenant de rejoindre Richard Vernet qui se trouve lui au standard de Bagatelle 2040 et qui depuis le début de cette émission, vers 20h25 donc, a suivi tous les nombreux appels qui sont parvenus sur ce standard. Nous allons pouvoir d'ailleurs peut-être en entendre encore quelques-uns d'ici à 22h. Mais je voudrais que d'ores et déjà, Richard Vernet, vous nous résumiez un petit peu les grands thèmes auxquels nous n'aurions pas encore répondu, les grandes questions auxquelles nous n'aurions pas encore répondu ici. Eh bien, Jean-Claude Turgeman, beaucoup d'auditeurs demandent à travers la question quelle est l'influence de la franc-maçonnerie dans la conduite des affaires internationales, son rôle et son but. Beaucoup de questions aussi demandent quel est le rôle final de la franc-maçonnerie et ce à quoi elle aspire. Et puis, je crois, Jean-Claude Turgeman, qu'il faudrait rappeler, beaucoup d'auditeurs le demandent également, quelles sont les conditions pour entrer dans la franc-maçonnerie, quels sont les critères, que faut-il faire et qu'est-ce qu'il en coûte. Oui, alors donc des questions extrêmement précises. Nous pourrions peut-être laisser l'influence pour dans quelques minutes. Peut-être ça nous servirait de conclusion, de manière à aborder tout de suite les conditions matérielles de recrutement. Et on nous a même dit ce qu'il en coûtait. Alors, est-ce qu'il y a une adhésion, une cotisation à payer pour être franc-maçon, une cotisation mensuelle, annuelle? Comment cela se passe-t-il? Oui, bien sûr. Il y a forcément une cotisation. Toutes les organisations humaines en sont là. Nous avons quand même des besoins. Il faut faire vivre une organisation qui a de multiples rouages, une administration en ce qui nous concerne le Grand Orient qui est devenue aujourd'hui très importante, des bâtiments que nous avons à entretenir un peu partout, consolider une fortune immobilière qui est devenue aujourd'hui évidemment très considérable. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons évidemment une cotisation à payer qui d'ailleurs n'est pas catastrophique, ce qui doit faire à peu près pour la plupart des loges 25 à 30 000 anciens francs par an. Et quel est le rythme des réunions? Est-ce qu'on les réunions ont lieu au Grand Orient de France 2 fois par mois,
Mais il est évident qu'un profane qui est initié, qui est devenu par conséquent un frère, et qui est attaché à sa loge mère, là où il a reçu la lumière, une fois qu'il est initié maçon, il a parfaitement le droit et la possibilité d'aller dans les autres loges, voir ses frères. Il est reçu absolument comme un frère partout, n'est-ce pas? Même en France ou à l'étranger. Une fois qu'il est franc-maçon, il peut être reçu absolument partout, dans toutes les loges du Grand Orient de France, de la Grande Loge, du droit humain, absolument. J'imagine que l'assiduité est recommandée? Oui, c'est sûr. Vous savez, c'est obligatoire. Comment voulez-vous profiter d'un travail maçonnique si vous êtes inassidu, si vous allez à votre loge 2 ou 3 fois par an? Je ne me souviens pas personnellement avoir assisté à une tenue de loge et ne pas en avoir retiré à la sortie un profit quelconque sur le plan moral, intellectuel, et y avoir appris quelque chose que j'ignorais au début. On apprend toujours quelque chose dans une loge maçonnique et en contact avec ses frères. D'ailleurs, la force des hommes, notre force, notre développement intellectuel, etc., il vient aussi de nos contacts avec d'autres hommes et avec leur propre savoir. Eh bien, c'est ce que nous venons chercher dans une loge maçonnique, n'est-ce pas? Très rapidement, avant 22h, quelques autres appels sur Bagatelle 2040, si nous en avons le temps en tout cas. C'est à vous, posez votre question. Allô? Oui, c'est à vous. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question. J'aurais souhaité savoir, j'ai 31 ans, je pose des questions pour éventuellement faire appel à la franc-maçonnerie, non pas pour me servir dans la vie, mais pour apporter quelque chose de plus au sens humain des relations dans la vie. Et je veux savoir quel est le laps de temps qui peut éventuellement s'écouler entre, disons, le premier grade qui est celui d'apprenti et les grades supérieurs. Je n'ai pas la prétention de penser à celui de grand maître, mais en combien d'années un franc-maçon peut-il espérer gravir les différents échelons de l'échelle franc-maçonnique? Charles Goileau. Eh bien, ces échelons sont évidemment purement symboliques. Ils représentent 3 attitudes face au fait. La première est l'attitude de l'apprenti, qui écoute dans le silence. La seconde est l'attitude du compagnon, et qui recherche ce qu'ont les autres ont fait. Il fait son tour de France, symboliquement. Et puis la troisième est celle de maître, qui est censé avoir acquis sur lui-même une certaine maîtrise et qui peut se permettre d'enseigner les autres. Ces 3 grades symboliques sont en général acquis dans nos loges en 3 années, 1 année d'apprenti, 1 année de compagnon et 1 année de maître. Sauf évidemment si des accidents de déménagement ou des choses de ce genre peuvent perturber. La norme est de l'ordre de 3 ans. Les fonctions électives et les autres, ça c'est une autre paire de manches, c'est une affaire de valeur personnelle. C'est une valeur d'intérêt de l'ordre et des idées que l'on est capable de défendre. Encore un appel sur Bagatelle 2040, c'est à vous. Allô, allô? Oui, posez votre question. Vous avez défini la franc-maçonnerie comme étant essentiellement philosophique et humanitaire, à l'exclusion de tout but politique et même de toute action politique. Dans ce cas, je voudrais que vous nous expliquiez l'existence de ce qu'on appelait le groupe fraternel parlementaire sous les 3e et 4e républiques, groupe qui comprenait encore en 1957 plus de 150 députés, en grande majorité d'ailleurs radicaux ou socialistes. Monsieur Zeller. Je pense que l'on peut dire que ces députés étaient là avant tout comme porte-parole de la franc-maçonnerie, et j'en veux pour preuve l'élection de M. Coty comme président de la République, où lors des combines de couloir, le groupe fraternel parlementaire n'a accepté de donner ses voix que contre certains postes et certaines garanties. Bien, Monsieur Zeller, Oh non, vous savez, en ce qui concerne la fraternelle parlementaire, disons que c'est surtout la possibilité pour nos frères qui se trouvent au Sénat ou à la Chambre des députés d'avoir au moins la possibilité de contacts amicaux et fraternels. Il est évident que ça a toujours été le but de la franc-maçonnerie, d'essayer d'unir ce qui était épars, d'être le centre de l'union et autant que possible adoucir les luttes quand elles prenaient une allure beaucoup trop violente. Alors que la franc-maçonnerie ait joué sous la Troisième République un rôle très important et même éminent sous la Troisième République, c'est un fait. Je me souviens avoir retrouvé dans les archives du Grand Orient de France le procès-verbal, par exemple, de la cérémonie d'installation du président Doumer quand il avait été élu vénérable de sa loge.
Eh bien, je vous le dis, cela fait l'objet d'une cérémonie d'installation du vénérable et des officiers qui l'entourent. Le soir de l'installation de Doumer, qui n'était pas président de la République à l'époque, qui était tout jeune et qui n'était même pas encore alors député, il n'était que secrétaire général de la Chambre des députés. Eh bien, le soir de son installation au plateau, quand il a pris le maillet de vénérable de son atelier, il y avait à l'Orient, c'est-à-dire à la tribune, le président de la Chambre, le président du Conseil, il y avait 12 ministres, il y avait des députés et des sénateurs dans la salle, dans l'atelier. Et au banquet qui a suivi cette cérémonie, il y avait 250 ou 300 présents qui avaient tous des postes électifs excessivement importants, députés, sénateurs, conseillers d'arrondissement, etc. Eh bien, il est évident qu'aujourd'hui, naturellement, nous n'en sommes plus là, n'est-ce pas? Bien, voilà pour cette question. Très rapidement, Suzanne Gauthier, car l'heure tourne. Oui, nous arrivons maintenant à la fin de cette émission. Nous avons donc 3 obédiences autour de cette table. Et j'aimerais leur demander s'ils espèrent, dans peu de temps, voir l'unification totale de la maçonnerie. Écoutez, c'est l'objectif des nouvelles générations qui montent. Arriver à ce qu'il n'y ait plus, évidemment, qu'une seule obédience maçonnique en France, ou au moins, s'il n'y a pas moyen de faire autrement, qu'il n'y en ait plus que 2, en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne, n'est-ce pas, les hommes. C'est une longue marche peut-être, mais cette longue marche, elle doit comprendre que nous faisons une succession de petits pas, et ce sont ces petits pas qui arriveront un jour sans doute à ce que nous n'ayons plus finalement qu'une obédience maçonnique. Peut-être l'influence de la franc-maçonnerie dans le monde s'en trouvera renforcée. On nous posait la question tout à l'heure. Comment évaluez-vous, comment mesurez-vous votre influence aujourd'hui dans le monde? Dans le monde ou en France? Dans le monde, dans le monde, elle est quand même très importante. Vous savez, on vous l'a dit tout à l'heure, la maçonnerie anglaise a plusieurs millions d'adhérents. En ce qui concerne la maçonnerie américaine, alors là, c'est encore pire. Je crois que les francs-maçons américains sont 7 ou 8 millions, n'est-ce pas? Et en France, en France, nous sommes en effet 50 000 maçons, francs-maçons, et je dois dire qu'au cours de ces toutes dernières années, et c'est un symptôme extrêmement important, nous recrutons énormément de jeunes, des moins de 30 ans, surtout après les événements de 68. Se trouvent dans nos loges et se forment très, très bien comme des francs-maçons très sérieux, très rigoureux. Nous voici donc arrivés à 22h ou presque ce soir avec vous et Bagatelle 2040. Nous avons évoqué les problèmes de la franc-maçonnerie. Nous avons espéré du moins avoir contribué à vous informer un peu plus complètement que vous ne l'étiez dans certains cas sur la franc-maçonnerie. Je vous rappelle que vous aviez au bout du fil le grand maître du Grand Orient de France, M. Fred Zeller, M. Charles Boileau, le président du Conseil national de la Fédération française du droit humain, et Mme Gisèle Fèvre, première grande maîtresse adjointe de la Grande Loge féminine de France.